Dans cette vidéo, nous ne répondrons pas à la question que portent les Eldar, si c'est des collants, des jartels ou encore des bas. Pour ce qui est des Black Templars, je ne ferai aucune blague puisque je vais finir par avoir des problèmes. Salut les roommates, mon Blas, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui, on se fait le petit retour d'expérience sur ce troisième rapport de bataille paru sur la chaîne qui a opposé les Eldar aux Black Templars. Dans un premier temps, je vais tout simplement m'excuser pour avoir oublié la moitié des règles d'armée propres aux Eldar, puisque je me suis extrêmement concentré sur les datasheets qui déjà en elles-mêmes comportaient énormément de règles différentes, et c'est vrai que j'ai oublié pas mal de choses, comme la relance de touche et la relance de blessure pour chacune des escouades, la règle encore du farcir ou encore celle des gardiens Eldar. Donc c'était pas ultra fameux au niveau de l'application des règles. Pour une fois que sur un rapport de bataille, on faisait quand même que très peu d'erreurs de jeu, enfin d'erreurs de règles. Là, cette fois-ci, on a eu pas mal d'oublis de règles. Et c'est entièrement de ma faute et pour ça, je m'en excuse. La prochaine fois que je sortirai les Eldar, je ferai en sorte de leur rendre bien plus honneur que ce que j'ai pu faire pendant cette partie. Pour ce qui est des erreurs de règles sur la partie, ça peut vous éviter de refaire les mêmes durant vos parties de Warhammer 40 000, pensez à ne pas lire les missions et les règles de mission en diagonale comme je l'ai fait, puisque en effet, cette mission comportait, c'était le rituel, et il fallait donc faire une action, enfin on pouvait faire une action à la place d'un tir, d'une charge, etc. pour pouvoir placer un nouvel objectif dans le No Man's Land. Donc en effet, il n'y a aucune limitation du nombre d'objectifs que l'on peut placer dans le No Man's Land, sauf qu'on ne peut en placer qu'un seul par tour et par armée, donc grosso modo on pourrait au total en placer une dizaine. Le fait est, c'est qu'ils doivent être à 9 pas des uns des autres et à moins de 6 pas des objectifs qui sont pas dans le No Man's Land. Donc concrètement, en placer 11 sur le champ de bataille dans le No Man's Land, ça aurait été compliqué. Mais c'est vrai qu'on aurait pu en placer bien plus, mais vous avez bien pu constater que on était occupé à faire autre chose sur la game et qu'on avait du mal à donner de la ressource pour placer de nouveaux objectifs. Pour ce qui est de la règle spéciale de mission champ brouilleur, en effet, elle ne consiste pas à ne pas pouvoir aller dans le No Man's Land avec tout ce qui est infiltration, frappe en profondeur ou encore les mouvements de pré-game. C'est uniquement que l'on ne peut pas se rendre à portée d'un objectif. Donc on aurait très bien pu placer en infiltration les marcheurs de combat Eldar par exemple, même si je pense que je ne l'aurais très certainement pas fait, mais c'était tout de même à souligner. Et pour terminer, la règle anti quelque chose qui vous donne la possibilité de blesser, on va dire, automatiquement sur la valeur indiquée par la règle, se cumule très bien avec la règle blessure dévastatrice. C'est-à-dire que si par exemple vous avez la règle blessure dévastatrice et qu'en plus de ça vous avez une règle infanterie, anti-infanterie 4+, par exemple, lorsque vous allez blesser de l'infanterie et que vous allez faire du 4+, cela sera considéré comme une blessure critique et donc les 4+, déclencheront la blessure dévastatrice, ce qui peut être vraiment très très fort. Un immense merci à vous qui remontez ces informations dans les commentaires des rapports de bataille. Je trouve que c'est toujours en plus dans une extrême bienveillance et ça fait vraiment plaisir. Ça permet d'améliorer le jeu, de m'améliorer moi-même en tant que joueur et en tant que créateur de contenu. Et surtout, ça me donne la possibilité derrière de faire des vidéos qui peuvent permettre à certains d'éviter certaines erreurs. Avant d'aller plus loin, si vous aimez la chaîne, si vous aimez son contenu et si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous y abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications lors de la sortie des vidéos, à mettre votre avis dans les commentaires, je prends toujours un immense plaisir à y répondre, donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aide à m'améliorer. Pour ce qui est de supporter le studio dans son développement, si vous voulez aider le projet à perdurer dans le temps, et Dieu sait qu'on en a besoin, vous pouvez passer par Tipeee et Tipeee Stream, qui sont des plateformes de financement participatif, ou encore commander vos figurines via MyHobbyPlace, ou encore faire vos achats du quotidien via les liens Amazon. Pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch, et très bientôt, vous pourrez faire l'acquisition de ces magnifiques t-shirts de la Wargame Room, que vous retrouverez très bientôt sur le site officiel. Allez, on débriefe sur les Black Templars. Tout d'abord, le duo Helbrecht et Frère d'Épée, que j'ai trouvé particulièrement fort et endurant. Helbrecht tape vraiment comme un sourd. Il est malheureusement un petit peu faiblard et donc du coup s'il n'a plus ses frères d'épée autour de lui, ça devient assez facile de le tomber. Par contre, quand il est accompagné de ses copains, ça rigole pas du tout. Les frères d'épée en plus choisissent une règle à chaque phase de combat qui les rend quand même vachement plus impactants au corps à corps. Donc je valide complètement cette unité qui en plus est une unité emblématique du codex Black Templar et une unité vraiment dédiée à ce codex. Et ça c'est plutôt cool, sachant qu'à l'heure actuelle, le Marines aime beaucoup jouer les unités, on va dire à-t-on, vanille, qui sont très fortes
sortent dans n'importe quel des codex Space Marines, donc ça fait plaisir de pouvoir voir du spécifique Black Templar sur la table. La règle de détachement Black Templar est vraiment très intéressante et contrairement à certains chapitres Space Marines que l'on peut rarement jouer avec leurs règles de détachement puisque la Gladius Task Force est toujours meilleure, là je pense qu'il y a débat puisque la règle Black Templar nous permet en plus au début de la partie de sélectionner un buff qui va toucher toute notre armée et ça nous permet de nous adapter un petit peu à notre adversaire puisque selon les buffs on va soit être meilleur au corps à corps, soit être meilleur en endurance, enfin en résilience, ou encore se protéger un petit peu du psychique, tuer un petit peu mieux les psycheurs, ou encore améliorer son test de commandement, son leadership. Et ça c'est vraiment cool et très adaptatif, donc je plussois complètement la règle Black Templar de détachement. Et autre point extrêmement positif, c'est ce pack de 10 Terminator qui, accompagné du bon personnage avec la bonne optimisation, avec en plus des boucliers, leur permet de se retrouver avec 4 points de vie sur une endurance de 6, avec non seulement une invulnérable à 4 auto-include maintenant sur le profil des Terminators, mais en plus de ça, un insensible à la douleur à 5 donné par cette optimisation, ce qui rend ce pack de Terminator particulièrement fort. Plus de ça, on a la possibilité d'améliorer ce Feel No Pain, donc c'est vraiment très intéressant, et ce pack est quasiment intombable, enfin très dur à tomber, et je pense que si mon adversaire l'avait mis dès le départ, en plein milieu de la map, j'aurais eu beaucoup de mal à récupérer le centre du champ de bataille. Ça a été plutôt une chance pour moi qu'il ne les amène que tardivement dans la game et qu'ils soient clairement de l'autre côté de la map et ça m'a permis de pouvoir un petit peu les éviter. Mais c'est un pack vraiment très résilient et qui mine de rien, bah, quand il t'arrive sur le rable avec des marteaux, eh ben, il fait quand même assez mal. Donc je valide complètement ce pack de 10 Terminator, plus les figurines présentées par Cyril étaient magnifiques, donc très bonne chose avec ce pack de Terminator. Pour finir dans les points positifs, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir sur la table, j'aurais beaucoup aimé voir les packs de 20 Crusaders, qu'ils soient Primaris ou Space Marines de base. Je trouve que les packs sont assez intéressants, notamment quand on commence à coupler avec la règle du serment de l'instant. On peut leur mettre quand même pas mal d'armes de tir, des armes spé, des épées tronçonneuses pour le corps à corps. Et quand on a 20 pélos qui débarquent sur une unité, avec le serment de l'instant, on peut être quasi sûr que l'unité va être rasée. Plus de ça, ils ont la possibilité de relancer leur jet de charge et leur jet d'advance, ce qui fait que l'unité est quand même assez mobile. Donc j'aurais beaucoup aimé voir ce pack en action, même si je pense que dans une armée Black Templar, on va peut-être pas en mettre trop, parce que 20 figurines, ça commence à coûter cher, et si on les perd un petit peu bêtement, on perd beaucoup de points d'armée. Mais j'aurais bien aimé voir cette escouade en action, parce que je trouve que ça rigole pas du tout. Pour ce qui est des points faibles, celui que je note principalement selon moi, c'est celui que je vais un petit peu attribuer à tous les codex Space Marines, c'est que malheureusement, lorsqu'on va vouloir jouer ces armées de façon un petit peu plus optimisée, de manière à éventuellement pouvoir faire des tournois, etc., on va beaucoup devoir faire appel à des unités dites vanille, c'est-à-dire des unités qui ne sont pas propres aux chapitres spéciaux. On va souvent jouer des unités de Whirlwind ou la Desolation Squad, même si elle a pris un peu cher en termes de coût en points, mais on va beaucoup s'en remettre au tir sans ligne de vue et à certaines règles qui sont présentes surtout sur des Marines de base ou encore le combo Sternguard, etc., qui lui aussi a un petit peu perdu de sa superbe, alors que d'entrée de jeu dans la version on se disait ouais, ça va être complètement fou. Mine de rien, on a tendance à devoir jouer beaucoup d'unités qui ne sont pas propres au codex, par exemple Black Templar, ou encore je peux parler des Blood Angel, des Dark Angel, qui eux peut-être sont un peu moins touchés par ça, ou encore même le Space Wolves, et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que quelque part on perd un petit peu l'esprit des armées, et notamment celle du Black Templar est quand même vachement basée sur le corps à corps, et sur l'anti-psy, et c'est un petit peu dommage de devoir mixer ça avec des unités basiques du codex Space Marines, si on a envie d'aller un petit peu plus loin dans l'optimisation et dans la compétition. Pour ce qui est des Eldar, j'ai été particulièrement surpris par l'avatar de Kane, je l'ai trouvé très résilient et pas déconnant au corps à corps. Son tir unique est quand même assez puissant lui aussi. J'ai beaucoup aimé jouer cette figurine, je pense que je la rejouerai, j'avais pas énormément d'espoir parce que c'est vrai qu'avant les grosses figurines, c'était un peu compliqué à jouer. Et sur cette version, je trouve que l'avatar de Kane se défend vraiment pas mal. Et je pense que quand on multiplie ce genre de personnages, enfin un peu de gros personnages, ça peut commencer à donner du fil à retordre à son adversaire, puisqu'il va devoir faire des choix, il va pas pouvoir tous
tous les détruire de suite, donc il va devoir faire des choix et il y en a certains qui va être obligé de se prendre sur la tronche et ça peut quand même faire pas mal de dégâts. Surtout si en plus l'avatar est par exemple précédé d'un bon gros pack de Wraith Guard avec le Spirit dedans, ça peut être plutôt pas mal. En parlant d'ailleurs des Wraith Guard, on parlera des points faibles juste après, mais en termes de points forts, je trouve que leur résilience est vraiment pas mal, surtout avec le Spirit à leur bord, même si depuis ça a été un petit peu nerfé et qu'on ne peut plus relever autant de Wraith Guard qu'on pouvait le faire avant. Je trouve que mine de rien, alors j'aurais peut-être dû les jouer par 10 et qu'avec des boucliers pour qu'ils soient vraiment le plus tanky et peut-être un peu moins impactant au corps à corps. J'ai plutôt été assez surpris par leur côté résilient, sachant que les Wraith Guard à l'heure actuelle se jouent en tir et non pas en corps à corps. Je trouve qu'ils ont quand même fait le taf au milieu de la map, ils ont occupé mon adversaire, il a mis du temps quand même à tous les tomber, donc pas mal. À retester, peut-être en pack de 10, et cette fois-ci qu'avec des boucliers, ou encore à retester avec les armes de tir, bien évidemment. Autre point positif, c'est que mine de rien, en ayant oublié les 3/4 des règles du Codex Eldar, bah, je m'en suis pas si mal sorti sur cette partie. Donc comme quoi, oui, c'est vrai que le Codex Eldar est quand même très fort, même avec une liste assez molle comme la mienne, je m'en suis plutôt pas mal sorti, en oubliant la moitié des règles. Ça, c'était le point positif qui n'en est pas un, parce que normalement, vous ne devriez pas oublier vos règles. Autre unité qui m'a assez surpris, c'est les Banshees, je les pensais beaucoup moins impactantes qu'avant. Le fait est, c'est qu'elles ont toujours une pénétration d'armure de -3, même si leur force n'est pas oufissime. Comme elles font quand même beaucoup d'attaques, bah dès que ça blesse, la PA-3, on n'aime pas beaucoup, et ça peut, mine de rien, faire sauter pas mal de Marines. C'est pas une unité que l'on va envoyer dans les gros packs qu'on veut sortir, par contre, c'est clairement le genre d'unité que l'on peut envoyer pour embêter son adversaire sur un objectif sur lequel il aurait mis une petite unité de 5 Marines, ou une petite unité de sœur de bataille, ce genre de choses. Ça va dégager direct, parce qu'avec la pénétration d'armure de leur lame de Banshee, elles rigolent pas du tout. Sachant en plus que j'avais oublié leur règle de Fight First, ça veut dire que à bien des moments, j'aurais pu taper complètement en premier, mais mine de rien, elles ont fait le taf. Je crois que j'ai zappé presque 2 unités à l'aide de mes Banshee, donc l'unité est rentabilisée complètement à ce niveau-là. C'est pas l'unité la plus forte du jeu et de l'armée, ça c'est clair, mais j'ai pas été déçu, je m'attendais vraiment à ce qu'elles aient beaucoup moins d'impact. Pour finir sur les points positifs concernant la Eldari, c'est que le codex est ultra fourni et que ça m'a donné envie en fait de tester plein d'autres choses. J'avais envie de tester l'incarne, certains véhicules, ou encore remettre mes Dark Reapers sur la table. Alors très certainement plutôt par 10 cette fois-ci et carrément avec Moganra. J'aimerais bien tester la combo si je puis dire, parce qu'ils rigolent je trouve moins qu'avant. Bon, ils étaient vraiment très mauvais hein, en fin de version 9. Donc ça me donne envie de les ressortir et peut-être du coup à la place de d'autres unités que j'ai trouvées un petit peu moins bonnes et je vais vous en parler dans les points faibles. Eh bien tout d'abord, certaines unités Eldari ont clairement perdu de leur impact, hein, on ne les joue plus du tout comme avant. Je parle par exemple des éperviers voltigeurs ou encore des vengeurs qui m'ont pas déçu parce que sur le papier j'avais lu et j'avais bien compris que ça n'avait plus le même impact et que ça ne devait plus être joué de la même manière, mais j'avoue qu'elles ont vraiment pas fait grand chose ces unités là, hormis me faire marquer quelques points en les mettant en attaque de flanc, ça n'a pas eu un impact fou et elles ont un petit peu perdu de leur superbe. D'un côté, ça me paraît normal parce que si tout est fort dans le codex, déjà que le codex Eldar roule un petit peu sur tout, ça serait clairement n'importe quoi. Autre point négatif, mais ça c'est dû au codex Eldar, au codex dit un petit peu faible en endurance, c'est-à-dire que si on joue mal son armée ou qu'on a mal prévu son coup, ou qu'on ne garde pas de la ressource pour le late game comme on dit, sur la fin de la partie, on perd vite ses unités et on se retrouve vite à être essoufflé. Vous avez pu capter sur la game que, mine de rien, pendant une bonne partie de la partie, j'étais plutôt bien placé, parce que je marquais assez facilement, je marquais quand même pas mal de points. Et sur la fin, comme j'avais de moins en moins d'unités sur la table, c'était de plus en plus difficile de faire les points, de contrôler la map ou de rester sur les objectifs. Donc je pense que c'est important, lorsqu'on joue ce type d'armée, de vraiment bien gérer ses ressources et d'éviter les erreurs bêtes qui peuvent nous faire perdre des unités trop facilement, parce que sinon on va clairement manquer de ressources à la fin de la partie, et c'est un petit peu comme ça d'ailleurs que Cyril remonte la partie et qu'il termine par la gagner, puisque j'ai plus assez de ressources à la fin de la partie pour scorer. Autre point négatif, au niveau des Wraith Guard de corps à corps, j'aime beaucoup ces figurines et je voulais vraiment les jouer. Le fait est, c'est que hormis une très bonne résilience, encore une fois, si j'avais mis en pack de 10 avec que du bouclier H, je pense que ça aurait été encore plus fort. Le fait est, par contre, c'est que ça touche sur du 4+, ça n'a pas une force énormissime, et ça fait pas beaucoup de dégâts. Même les épées qui ont beaucoup d'attaques, le fait de toucher sur du 4+, vous fait vraiment perdre des attaques, et on manque clairement de létalité sur ces unités-là, ce qui est un petit peu dommage, et c'est pour ça que je conseille peut-être plutôt de les jouer en fusil, si on a envie de les jouer de manière agressive.
parce qu'elles vont être bien meilleures. Par contre, pour ce qui est de la résilience et de les mettre en plein milieu du champ de bataille avec un avatar de Kayn par exemple derrière et un bon pack de 10 Race Guard avec le Spirit, alors certes ça coûte cher, mais par contre le mec en face, va falloir qu'il mette de la ressource pour vous sortir tout ça. Et il risque très certainement de se prendre l'avatar de Kayn derrière sur le Rable, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc je conseillerais plutôt de les jouer soit comme ça, soit en tir de manière beaucoup plus agressive. Pour terminer sur ce que je trouve d'assez négatif, notamment en ce moment avec l'index Eldar, c'est que pour performer, on est là aussi obligé de faire appel aux unités de tir indirect, les unités qui sont très très fortes, qui vont se remettre au dé du destin pour pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et je trouve que le gameplay qu'on avait avant avec l'Eldar, qui était quand même un gameplay basé sur la vitesse, la prise de map, le fait de bien se placer à tel ou tel endroit pour pouvoir impacter les mouvements pré-game, etc. Je trouve qu'on l'a beaucoup moins sur cet index Eldar, puisque lorsqu'on va vers l'optimisation, on va mettre du Wraith Knight, on va mettre de la plateforme de tir planquée derrière les bâtiments, ou encore du Falcon, ou du prisme de feu, ou encore les autres véhicules qui tirent soit sans ligne de vue, ou soit à l'aide de ligne de vue d'un autre véhicule. Enfin bref, je trouve que le gameplay n'est pas ultra passionnant. Maintenant, lorsqu'on a envie de faire du compétitif et de gagner ses parties, eh ben, ça peut être quelque chose de très très fort, et donc je le conseille. Maintenant, c'est un gameplay qui, moi, à titre personnel, me plaît beaucoup moins, et c'est ce qui, pour moi, selon moi en tout cas, me fait un petit peu moins aimer le codex Eldar, du moins dans sa version optimisée. Il y a tellement d'entrées dans ce codex, tellement de choses à faire, je trouve ça un petit peu dommage de se limiter à 4-5 entrées du codex, enfin de l'index, mais ça c'est un petit peu propre à toutes les armées lorsque l'on veut les jouer de manière optimisée. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce rapport de bataille qui a été un petit peu, je vous l'accorde, tumultueux au niveau, au niveau de l'application des règles Eldar, et c'est totalement de ma faute. Ne vous inquiétez pas, les 2 prochains rapports de bataille sont déjà tournés, et eux ont été tout de même, je pense, beaucoup plus rigoureux dans l'application des règles. J'espère en tout cas qu'ils vous plairont. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.